Le cutter de la garde côtière américaine Whitaker patrouillait le long des côtes de l'Alaska, sa silhouette se détachant nettement sur l'immense étendue de mer bleue glacée et de ciel. La second maître Mara Ortiz, expérimentée et vigilante, remarqua quelque chose d'inhabituel dans l'eau, un faible point sombre qui rompait l'horizon infini. C'était peut-être un morceau de glace ou une baleine, mais quelque chose d'étranger et de potentiellement dangereux. À mesure que le cutter s'approchait, l'équipage identifia la masse comme un amas de ghost gear, des filets de pêche abandonnés et des débris qui piègent la vie marine et représentent de sérieux dangers pour la navigation. Avant de commencer, écrasez le bouton « J'aime », assurez-vous d'être abonné et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Amanda McKay, la commandante, ordonna une approche prudente. Le lieutenant Park, officier exécutif, confirma l'observation aux jumelles. Forte de ses années d'expérience, Mara fut chargée de diriger l'opération d'évaluation et de récupération des débris. Ils découvrirent que le filet fantôme ne flottait pas librement. Il était ancré par quelque chose de lourd en dessous, s'affaissant sous l'eau comme un nuage malade. L'odeur écrasante ne venait pas seulement des matériaux synthétiques, mais aussi de la vie piégée et en train de mourir à l'intérieur. Immentalia Reed, un jeune membre d'équipage plein d'enthousiasme, se tenait prêt avec des haussières et des grappins pour aider à l'opération. L'équipage se prépara à déployer une petite embarcation pour inspecter et récupérer le filet. La commandante McKay contacta par radio le secteur d'anchorage pour signaler le filet dérivant et le risque d'enchevêtrement de la faune marine, en recommandant la prudence. À mesure que le cutter approchait du filet, Mara remarqua un mouvement sous les couches. Une queue fouettait l'eau et une nageoire apparut. Le mécanicien Heinz identifia des requins parmi les créatures piégées. Mara ressentit tout le poids de la situation, sachant que les filets fantômes piègent et tuent la vie marine sans distinction. Pack souligna le risque que le filet s'enroule autour de la coque, ce qui poussa Mara à suggérer de déployer la petite embarcation pour approcher sous un angle plus sûr. Mara se souvint des formations sur les engins fantômes, se rappelant la statistique accablante selon laquelle environ des tonnes de matériel de pêche sont perdues dans l'océan chaque année. Ce matériel continue de piéger la vie marine, une réalité que même les présentations illustrées ne parviennent pas à adoucir. La petite embarcation fut mise à l'eau et l'équipe de pont travailla avec une efficacité bien rodée. Reed et l'équipage se déplaçaient avec un rythme d'expérience, levant les cordages et plaçant les crochets. À mesure que l'embarcation s'approchait du filet, l'odeur s'intensifiait, un mélange de pourriture, d'urine et de matériaux synthétiques. Mara demanda au barreur de se placer sous le vent du filet, évitant la poussée de la mer. L'opération était délicate, exigeant précision et prudence afin d'éviter de causer davantage de tort aux animaux piégés et d'empêcher le filet d'emmêler leur propre embarcation. Le premier animal qu'elle libéra fut un maquereau, qui s'échappa rapidement. Le second fut un crabe à qui il manquait 2 pattes, qui tomba hors du filet et coula lentement. Un jeune phoque commun fut l'animal suivant qu'ils rencontrèrent, empêtré dans le filet avec une lanière en plastique autour d'une nageoire. Mara fit signe à son équipe, dont Hannes et Park, qu'ils devaient avancer lentement pour ne pas blesser le phoque. Avec des gestes prudents, ils finirent par le libérer, et il hésita un instant avant de s'éloigner en nageant gracieusement. Soudain, le filet se convulsa lorsqu'un requin saumon l'attaqua par en dessous, faisant tanguer l'embarcation. Mara savait qu'il ne pouvait pas libérer le requin facilement, se rappelant une vidéo d'un pêcheur ayant tenté de le faire avec des conséquences dangereuses. L'équipe se concentra sur la libération des animaux pris dans la couche supérieure du filet, coupant proprement et régulièrement. Ils relâchèrent plusieurs poissons, un enchevêtrement de varech et un crabe aux orbites vides. En travaillant, les mains de Mara glissèrent et elle se frappa les jointures contre l'embarcation. Malgré la douleur et le froid, ils continuèrent, libérant d'autres animaux, dont un cormoran. Les mains de Mara étaient engourdies et brûlantes, et elle se surprit à repenser aux statistiques sur les quantités immenses d'équipements qui finissent chaque année dans l'océan. Les heures passèrent et ils libérèrent encore 3 phoques. L'un d'eux était trop épuisé pour nager, restant immobile et tremblant dans l'eau. Hannes le toucha doucement avec une gaffe pour l'encourager à bouger. Malgré leurs efforts, parfois sauver un animal ne suffit pas. En coupant davantage de filets, ils révélèrent la scène macabre en dessous, une masse de corps, certains encore vivants, la plupart non. Un phoque plus grand était empêtré plus profondément, et les requins se trouvaient plus bas, l'un d'eux avec la peau à vif et écorchée. Le filet était un enchevêtrement de vie et de mort. Reid demanda s'il pouvait soulever le filet, et Mara évalua la situation. Il devait remonter la masse petit à petit pour libérer l'animal plus profondément pris.
Elle communiqua avec le Whittaker et Park, coordonnant l'effort pour hisser le filet sans forcer l'embarcation. Ils mirent un plan en œuvre, faisant passer un câble plus épais à travers le filet et l'ancrant au cutter. Le cabestan sur le pont du Whittaker siffla sous la tension, et le ventre du filet se souleva, laissant l'eau s'en écouler. Un phoque mort apparut, son pelage brillant d'huile. Mara se concentra sur la libération de la nageoire d'un phoque vivant, coupant et tirant tandis que la ligne supportait le poids du filet. Derrière Mara, des voix bourdonnaient et le vrombissement d'un hélicoptère se faisait de plus en plus fort. Elle l'ignora lorsqu'un hélicoptère Giok passa, tournoyant au-dessus d'eux comme un insecte jaune et rouge contre le ciel gris. La nuit tomba rapidement et les lumières du pont du cutter perçaient l'obscurité, transformant leur monde en une scène. Au-delà des cercles lumineux, le ciel devint velouté et les montagnes disparurent, les laissant seuls avec le filet et le bruit de leur respiration. Malgré le froid, ils continuèrent à travailler. Les doigts de Mara devinrent engourdis, semblables à du bois, ce qui l'effrayait plus que la douleur. Les dents de Reed claquaient, mais la voix du barreur restait calme, bien que sèche. Une ligne cassa avec un bruit de coup de feu. Le câble fouettant passa en frôlant l'épaule du barreur. Il jura, se baissa, mais garda le contrôle. Le cœur de Mara s'emballa lorsqu'elle ordonna une ligne de secours, sa voix aiguë et urgente. Ils mobilisèrent de nouveaux muscles, prenant soin de ne pas devenir négligents ni de laisser traîner des lignes qui pourraient glisser dans une hélice. Le Whittaker montait sur de nouvelles houles alors que le vent se levait, faisant osciller les projecteurs et danser les ombres. Le filet se balançait, menaçant de glisser à nouveau. Haynes croisa le regard de Mara, tapota son poignet et secoua la tête. Pas encore le moment de s'arrêter. Mara hocha la tête, poursuivant la tâche de couper et de tirer. Ils libérèrent un grand phoque, s'excusant auprès de lui pendant qu'ils le faisaient. Le phoque flotta librement, s'éloignant en nageant avec détermination. Le barreur fredonnait un air entraînant à la radio, un talisman contre le froid. Quand ils furent trop fatigués pour couper proprement, Mara demanda une pause. Ils retournèrent au navire pour se réchauffer et boire des boissons chaudes, prévoyant de reprendre le travail plus tard. La voix de Park à la radio confirma leur plan de maintenir la position et de surveiller tout mouvement pendant la nuit. À l'intérieur, la première gorgée de café fut une bénédiction. Reed entoura sa tasse de ses mains, attendant que la chaleur revienne dans sa peau. Mara fixait sa tasse, souhaitant que le filet disparaisse. Elle regarda Park pour une décision. Park insista pour qu'il continue, invoquant la fenêtre météo. Le lendemain serait plus rude, et il ne pouvait pas laisser le filet. Mara essaya de dormir, mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des lignes de filet là où devraient être les rêves. Ils retournèrent au travail à la première lumière. Le gris s'intensifia et le vent mordait. Le filet avait légèrement dérivé pendant la nuit, mais le bateau de coupe avait tenu sa position. Les requins étaient plus calmes, épuisés. L'un avait une nouvelle blessure, son saignement lent. Déterminé, Mara dit à Reed qu'il libérerait les requins aujourd'hui. Il fallut des heures de travail minutieux, avançant centimètre par centimètre pour libérer les nageoires. Ils manœuvrèrent le petit bateau autour de puissantes queues, coupant et abaissant le filet. Un requin se relâcha, un mécanisme de survie, et se libéra, disparaissant sous l'eau. Le second requin se débattit férocement, frappant le filet. Mara s'agrippa au plat-bord, pensant, pas comme ça. Pas maintenant. Ils découpèrent davantage d'ouvertures dans le filet, sentant le regard de Park posé sur eux depuis le grand bateau. Enfin, la nageoire glissa à travers le trou déchiré. Le requin s'arracha et disparut. Reed rit, folle de soulagement, et Mara reconnut qu'il n'était pas mort. Hannes frappa l'air de triomphe tandis que Park et le phoque restaient composés. Ils hissèrent davantage de filets à bord, le trouvant plus grand et plus monstrueux que prévu. Il avait englouti des baleines et des dauphins, comme en témoignait un morceau de fanon et une vertèbre. Ils attachèrent une ligne de levage plus lourde au cabestan du Whittaker, qui grinça comme un vieil arbre en tournant et en accrochant. Le filet glissa à la surface, lourd mais obstiné. Le deuxième après-midi, l'équipage avait retiré les dernières créatures vivantes du filet, libérant celles qui pouvaient encore nager et recensant les mortes. Le filet fut hissé à bord, lourd et sans vie, et l'équipage resta autour en silence, l'épuisement et la tristesse visibles dans chaque geste. Malgré le poids émotionnel, ils sécurisèrent le filet, entretinrent le matériel et poursuivirent leur travail. Reed plaisanta en disant qu'elle ne voulait plus jamais voir un autre filet, tandis que Mara se disait qu'il y en aurait toujours d'autres. Cette nuit-là,
Elle repensa aux mots de son père sur la mer qui donne et qui prend, et combien ils étaient vrais. Quelques jours plus tard, ils atteignirent le port et déchargèrent le filet, tout en documentant chaque détail malgré l'odeur écrasante et la tristesse. Sur le quai, l'équipage réfléchit en silence, fier de cette petite victoire, mais conscient de tout ce qu'il restait à faire. Mara pensait que partager leur expérience pouvait aider à sensibiliser et à prévenir d'autres drames. De retour à bord, la vie reprit avec ses routines familières, mais rien ne semblait tout à fait pareil. Mara pensait aux innombrables filets fantômes dérivant encore dans l'océan, tout en trouvant du réconfort dans le fait que celui-ci avait disparu. Ils n'étaient pas des héros, seulement des gens faisant leur travail, et parfois, cela devait suffire.